quand même, mon intervention, je veux insister sur trois aspects fondamentaux des impacts de la corruption sur la société en général. Ce qui fait que si on regarde la corruption comme fait social, si on l'aborde également comme fait infractionnel, il y a plusieurs approches qu'on peut faire de la corruption. Et sous un angle juridique, je veux, par la présente, d'une part, présenter une définition qui n'est pas inspirée de l'ouvrage de Payan, comme l'avait fait l'économiste, mais inspirée d'une définition de la loi, comment la loi haïtienne, comment les conventions ratifiées par Haïti en matière de lutte contre la corruption définissent la notion de corruption et pour voir comment on peut enchaîner les différents impacts et les conséquences de la corruption sur la société haïtienne. Maintenant, je fais mention de la société haïtienne, c'est parce qu'au niveau international, la corruption peut également peut avoir des conséquences sur la société internationale. Et c'est pourquoi au niveau international, il y a des instruments juridiques internationaux qui ont été adoptés et qui visent à endiguer ce fléau qu'est la corruption. Sur le plan international, et ce qui nous renvoie à la société internationale, qui cherche à contourner et à endiguer ce problème qu'est la corruption, plusieurs instruments juridiques ont été adoptés, soit par les Nations Unies et dans le cadre de l'OEA, une convention spécifique, c'est la Convention interaméricaine contre la corruption, qui définit en partie la corruption, les infractions de corruption et quels sont les mécanismes internationaux de lutte contre la corruption institués par la Convention interaméricaine contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre la corruption. Maintenant, quant aux impacts de la corruption sur la société, qu'elle soit la société nationale ou internationale, il y a une considération qui représente aujourd'hui une religion. C'est que tous les discours des officiels nous font croire et accepter que la corruption c'est un fléau. Et il y a un discours prononcé par l'ancien secrétaire général des Nations Unies sur la corruption qui présente la corruption comme un fléau mondial. C'est-à-dire que la corruption est partout. Même la référence faite par l'économiste de l'indice de perception de la corruption institué par Transparency International, ça nous fait croire que même dans les pays où les systèmes de justice sont plus avancés et performants, la corruption est là, la corruption est présente. Et ce qui importe, c'est voir quelle est la réaction des structures et des systèmes de justice en réponse à ce fléau, parce que tout homme est toujours porté à abuser de son pouvoir ou de son statut pour lui faire une santé économique. En conséquence, et si on revient à la définition que nous-mêmes, que nous adoptons dans le cadre de la loi haïtienne, la corruption, il y a un arsenal juridique interne qui est consacré à la corruption. Il y a le décret de 2004 qu'Haïti a ratifié, qui a créé une institution de lutte contre la corruption, c'est l'ULCC. Il y a également la loi de 2008 portant prévention et portant déclaration de patrimoine pour certaines catégories de fonctionnaires, d'agents publics et de personnalités politiques. Il y a également la loi de 2014 qui énumère un champ, qui énumère un ensemble d'infractions de corruption. Et dans cette loi, il y a une définition qui est inspirée des deux conventions internationales ratifiées par Haïti en matière de lutte contre la corruption. Et cette définition se trouve à l'article 3. Je ne vais pas faire une analyse juridique sur cette définition parce que mon intervention est axée sur les impacts de la corruption. Mais j'estime qu'il est aussi important de vous présenter globalement comment ici, en tant que juriste, nous comprenons la notion de corruption. La définition posée à l'article 3 de la corruption définit la corruption comme étant tout abus ou toute utilisation faite à son profit ou pour autrui de sa fonction ou de son occupation par les personnes visées, c'est-à-dire les agents publics, les fonctionnaires et les personnalités politiques, au détriment de l'État, d'un organisme autonome, d'une institution indépendante, d'une collectivité territoriale, d'une organisation non gouvernementale ou d'une fondation bénéficiant d'une subvention publique.
Ce qui veut dire que la corruption, au regard de cette définition du législateur, c'est tout abus qu'on fait de notre position, de notre fonction. Tout détournement fait de notre pouvoir, de notre statut, à des fins soit de faciliter notre enrichissement personnel ou celui de tiers. Cela implique que, dans cette définition, que la corruption a des impacts directs sur tous les secteurs de la vie nationale. Autrement dit, la corruption, suivant cette considération inspirée des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux, a des impacts sur la société dans ses différentes composantes. D'une part, nous allons prendre les impacts. Les impacts de la corruption sur la société, ça renvoie à au moins 8 points essentiels. D'abord, comprendre la corruption comme une violation des droits humains. Comprendre la corruption comme source de tension, comme l'a avancé l'économiste. Et également, saisir la corruption comme étant un frein au développement. Et de là, on va développer plusieurs aspects. Les objectifs de développement durable. Comment est-ce que la corruption, à travers l'objectif 9, que la corruption fait obstacle à l'exercice et au plein développement industriel, innovation et la transparence. Donc, pour ce deuxième aspect de mon intervention, je vais voir avec vous quels sont les impacts de la corruption sur l'ensemble des secteurs de la société nationale et internationale. Je vais commencer par la première conséquence, le premier impact de la corruption. C'est que la corruption ruine la confiance publique. Donc, ce point a été développé, avancé par l'économiste. La confiance publique dans les autorités instituées, les citoyens, les groupes de la société civile, donc les gouvernés se trouvent à travers des actes de corruption qui ne sont pas punis et reprimés, enlever leur confiance dans les personnes qui dirigent l'État. Donc la confiance publique, qui devrait être le socle même de la conduite des politiques publiques, la corruption prive les citoyens, lui impose comme impact direct la ruine de cette confiance qui devrait être le socle de toute politique publique digne de ce nom. Deuxième impact important, et là je vais prendre un cas parallèle qui avait produit la semaine dernière, c'était en République dominicaine, c'est que la corruption peut être un déclencheur de conflits. Comment on peut expliquer cet impact sur la société? Le modérateur M. Jean, également l'économiste, avait récemment présenté comme impact que la corruption génère des inégalités et les inégalités génèrent des tensions sociales. Mais il y a un autre aspect, c'est que la corruption peut être déclencheur de conflits. Et l'exemple le plus frappant, c'est récemment que c'est produit en Dominicaine. Un ministre de l'Environnement a été assassiné à son bureau par un ami d'enfance. Et quel motif, quelle raison? C'est que le ministre lui a refusé un contrat d'exportation de batteries usées. Voilà comment l'un des impacts immédiats de la corruption, comment est-ce que cette tentation à la corruption peut être source, peut-être à la base de peut-être déclencheur de conflits, même existant entre des personnes qui sont les amis les plus intimes. Donc un ministre assassiné à son bureau par un ami d'enfance parce que le ministre lui refuse un contrat, lequel contrat lui permettra d'exporter des batteries usées. Cette tentation à la corruption produit ces conséquences, des impacts en alimentant des conflits. Troisième impact, et c'est considérable, c'est important de voir, la corruption c'est un frein au développement. Frein au développement, pourquoi? C'est parce que la corruption, la captation des ressources publiques par une minorité, par un petit groupe d'individus, mais par des gens qui détiennent le pouvoir,
prive la société d'un ensemble de moyens d'investissement public dans les infrastructures, création d'écoles, et construction de routes, construction d'infrastructures sportives, construction d'infrastructures hospitalières. La corruption prive l'État de moyens importants pouvant alimenter les dépenses publiques dans des secteurs clés. En conséquence, la corruption apparaît comme étant un frein au développement de tout pays. Et cette corrélation avancée par l'économiste entre pays sous-développés et perception de la corruption, ça vous indique très clairement, c'est que là où la pauvreté s'installe, il y a cette tendance à voir la perception de la corruption diminue. C'est-à-dire, sur l'échelle de 100, vous voyez que les pays pauvres ont un indice de perception de la corruption en dessous de 20 par la corruption. Donc la corruption, c'est un frein au développement. Ça empêche à l'État d'avoir des moyens d'investir dans des infrastructures importantes pour le développement national, c'est-à-dire construction de routes, construction d'écoles, construction d'hôpitaux, et les ressources qui devraient alimenter ces constructions sont détournées par soit des autorités ou par des groupes du secteur privé qui captent les ressources de l'État. Quatrième conséquence de la corruption, qui est une résultante de ce point consacré au fait que la corruption représente un frein au développement, c'est que la corruption, c'est également une atteinte aux droits fondamentaux des personnes. Autrement dit, les droits humains de troisième catégorie, donc de troisième génération, les droits économiques, sociaux et culturels, la corruption représente un obstacle à l'exercice, à l'épanouissement et à la jouissance pleine et entière des droits que l'on qualifie des droits de troisième génération, les droits économiques, sociaux et culturels qui requièrent des deuxième génération, qui requièrent nécessairement des investissements publics pour la jouissance de la deuxième génération des droits humains. Donc la corruption, comme quatrième impact, c'est une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Cinquième aspect de l'impact que l'on peut voir dans la corruption sur la société globalement, c'est que la corruption prive les secteurs vitaux de la société d'un service essentiel tels que l'éducation, logement, hôpitaux, infrastructures routières, équipements de qualité pour les services publics de police et de justice. Lorsque les ressources de l'État sont détournées, autrement dit, lorsque nous utilisons les moyens de l'État, c'est-à-dire les fonds publics, qui sont détournés au profit des dirigeants et des groupes du secteur privé. Ces argents sont détournés, tirés de l'État et sont réinvestis à des fins privées. Cela implique quoi? C'est que l'argent qui devrait financer la construction d'un centre de santé dans une section communale est investi pour la construction d'une maison de luxe pour un sénateur, pour un député, pour un ministre, pour un magistrat. Donc la corruption représente un handicap, prive l'État des ressources substantielles pouvant aider à investir dans ces infrastructures essentielles. Il y a également une conséquence de la corruption qui est intrinsèquement liée aux mœurs et aux valeurs de la société. La corruption nourrit des mœurs et des pratiques propices à son immersion et à son épanouissement. Donc, il y a une analyse qui avait été faite par une organisation internationale et qui nous a communiqué un rapport à l'ULCC sur comment est-ce que les mœurs et les pratiques haïtiennes nourrissent la corruption. Il y a des proverbes haïtiens qui nourrissent la corruption. Par exemple, j'ai bouche fée, voler l'État, pas voler. Donc ce sont des pratiques qui sont nées même de la corruption et qui entretiennent la corruption au sein de la société. Des choses qui devraient être considérées comme des valeurs sont aujourd'hui passées, reléguées au rang de vice. Et tout à l'heure, l'économiste avait dit, par exemple,
était directeur général, après 5 mois, il va marquer son motocycle. Il va des motocyclettes, il va nos camionnettes. Comment on est ça? Vous avez des directeurs généraux de l'ONA, du ministère des Affaires étrangères, et puis on vous voit là, à travers les rues, en motocyclette, en camionnette. Donc la corruption produit comme impact, elle nourrit des valeurs, des idées qui sont le socle même de son épanouissement. Il n'y a pas de corruption là où il y a des mœurs qui font tension à la corruption. Il faut qu'il y ait des mœurs et des pratiques assouplies qui visent à entretenir la corruption elle-même. Autrement dit, la corruption agit sur notre pensée, la corruption agit sur nos mythes fondateurs, la corruption agit sur nos parler quotidiens. Le peuple n'a pas la garantie que lorsqu'elle vit pour un marché public, qu'il y aura le respect des règles de concurrence, de transparence dans l'octroi des marchés publics. Ce qui fait que des sociétés ou des multinationales, au lieu d'investir dans un pays où l'indice de perception de la corruption indique que dans ce pays, les marchés publics sont octroyés de façon opaque, sans respect des règles de concurrence, des règles de la concurrence, des règles de transparence, ça veut dire que la corruption freine l'investissement direct étranger. Et c'est pourquoi, dans la législation de 2014 contre la corruption, il y a des infractions énumérées qui cherchent à endiguer chaque aspect de la corruption en Haïti. Par exemple, sur la passation des marchés, il y a une infraction créée par cette loi, c'est passation illégale du marché public. Et pour l'octroi, pour l'obtention de marché, la loi vous fait des obligations, et parmi lesquelles l'obligation de concurrence et de transparence dans l'octroi des marchés publics. Donc un pays où on octroie des marchés sur la base du clientélisme, sur la base de notre statut. Aujourd'hui, pays devient ministre de la Justice, il octroie le marché de reproduction de copies pour le ministère en Haïti. Donc des entreprises étrangères, des multinationales ne viennent pas en Haïti pour investir parce qu'elles savent d'ores et déjà qu'en arrivant en Haïti, l'idée pour la construction d'un route, pour la construction d'un hôpital, pour la construction de santé, c'est que les règles de la concurrence et de la transparence ne seront pas respectées. Ce qui fait que la corruption empêche aux entreprises internationales de faire des investissements dans des pays comme Haïti, où il y a une perception de la corruption assez élevée. L'autre aspect l'autre impact que je veux analyser dans le cadre de mon intervention, c'est que la corruption marche de pair avec l'affaiblissement de la justice. J'étais venu à Oualamène pour le bureau, c'était au mois de mars, dans une conférence pour des élèves. Et les élèves nous posent des questions directes. Mais que fait l'ULCC en Haïti? Il n'y a pas de procès, il n'y a rien qui se fait en matière de corruption. Et c'est là que nous sommes engagés à dire aux enfants, c'est que la lutte contre la corruption ne peut pas être l'affaire seulement de l'ULCC. La justice joue un rôle important et incontournable dans la poursuite des corrompus et des corrupteurs. Pourquoi? Parce que la sanction a une fonction d'intimidation. Il y a une thèse développée par Platon de la République sur qu'est-ce que la justice. Et l'une des missions et des fonctions essentielles de la justice, c'est l'intimidation. Et que lorsqu'il n'y a pas de procès pour sanctionner des gens qui sont livrés à des activités de corruption, ça donne libre champ aux corrompus et aux corrupteurs de faire de la corruption une activité entre guillemets normale. Donc l'affaiblissement de la justice, c'est également un impact de la corruption sur la société. Par exemple, si vous regardez l'article 32 du décret du 22 août 1995, vous voyez qu'en matière pénale, l'État est représenté en justice par les commissaires du gouvernement. Et l'ULCC a communiqué pas mal de rapports d'enquête de corruption. Et jusqu'à date, l'État a choisi de ne pas poursuivre. Ce qui veut dire quoi? C'est que
nous documentons des faits de corruption. Nous soumettons des rapports avec des pièces justificatives qui sont issues de nos actes d'enquête. Et malheureusement, vous voyez que les parquets décident de ne pas poursuivre parce qu'en matière pénale et en matière de corruption, la victime directe, c'est l'État, parce que c'est l'État qui est privé de ses moyens pour investir dans des infrastructures, dans le développement du pays. Mais l'État a choisi de ne pas poursuivre. Ce qui fait que l'affaiblissement de la justice la corruption marche de pair à l'affaiblissement de la justice. Autre aspect qu'il faut voir dans les impacts de la corruption, c'est le quatrième pouvoir, la presse. Comment la presse réagit à des scandales de corruption et comment la presse réagit par rapport aux actes d'enquête réalisés par des institutions spécialisées en matière de conduite des enquêtes de corruption. Généralement, lorsque vous enquêtez, lorsque vous conduisez vos enquêtes sur des corrompus, vous agissez contre des personnes puissantes, c'est-à-dire qui disposent, des sénateurs, des ministres, des directeurs généraux, qui disposent de moyens économiques et financiers pouvant soit récupérer l'opinion publique allant dans le sens de leur position, c'est-à-dire pour dissuader les faits réels de corruption de se lier à travers des enquêtes, ce qui implique que la corruption a comme impact, comme avant-dernier impact que je vais analyser, l'affaiblissement de la justice et du quatrième pouvoir qu'est la presse. Donc, vous allez voir que, au lieu de saisir un cabinet d'avocat pour aller blanchir devant un juge d'instruction par rapport aux allégations contenues dans un rapport d'enquête de l'ULCC, de l'UQF ou du CNMP, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on jette de l'argent dans des émissions importantes, des émissions phares, et que vous allez voir que, au lieu d'indexer le corrompu, vous allez indexer l'institution qui conduit l'enquête. C'est un retournement qui se fait à travers ce quatrième pouvoir de la presse et également l'affaiblissement de la justice. Donc, la corruption permet aux corrompus d'affaiblir la justice et d'affaiblir et de réorienter l'opinion publique dans leur sens par rapport à des actes d'enquête réalisés par des institutions de contrôle, exemple la Cour supérieure des comptes. Et qu'est-ce qu'on fait généralement? Vous voyez le rapport de la Cour supérieure des comptes. On va, dans le rapport, on prend un fait, et puis qu'est-ce qu'on fait? On déteste le rapport. Le rapport n'est pas bon, c'est un rapport politique, ça vise à ternir l'image de tel camp politique, etc. Mais au fond, il y a des faits qui sont dénoncés, qui sont documentés, qui sont effectivement des cas de détournement. Des cas de détournement. Donc, avec les moyens nés de la corruption, c'est-à-dire les moyens récupérés à travers la corruption, eh bien, les corrompus, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manipuler l'opinion publique, ils vont manipuler les juges afin soit de casser des actes d'enquête posés soit par l'ULCC, soit par exemple l'UQF. Et maintenant, les rapports de l'UQF, les rapports de l'ULCC, les rapports de la Cour supérieure des comptes, qu'est-ce qu'on fait? On les jette dans les poubelles de la justice. Et nous avons suffisamment de rapports, soit de la Cour supérieure des comptes, soit de l'ULCC, de l'UQF ou de la Commission de marché public, qui pourraient faire avancer la jurisprudence haïtienne sur des questions de droit. Par exemple, il y a des questions qui sont soulevées par des avocats sur des actes de l'ULCC, mais il n'y a pas une justice qui est capable de trancher et faire arriver un dossier à la Cour de cassation pour avoir des arrêts importants sur les actes d'enquête que mène l'ULCC au-delà du décret. Le décret fait problème, effectivement, mais les gens qui ont été sénateurs, députés, ils n'ont rien fait pour amender ce décret. Ce qui veut dire que les impacts de la corruption se font sentir partout, dans tous les secteurs, la presse, la justice, le secteur privé et les ONG. Je me rappelle que dernièrement, en août de l'année dernière, l'ULCC a publié 10 rapports de corruption. Dans ces rapports, il y a tous les secteurs, l'éducation, les infrastructures éducatives, mais il y a un rapport qui concerne une organisation de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains.
un rapport de détournement de fonds qui a été publié à travers les réseaux sociaux et sur la page de l'institution. Et vous allez voir que les défenseurs des droits humains qui sont indexés dans des rapports et qui dénoncent des actes de corruption. Je vous dire que la corruption génère de moyens importants à des corrompus et ça affaiblit l'État. Il est né de la corruption, issu de la corruption, pour affaiblir l'État lui-même, également affaiblir les pouvoirs publics. Donc la corruption permet à des corrompus qui disposent beaucoup d'argent d'investir dans certaines émissions importantes et pour retourner l'opinion en leur faveur. Donc ce qui veut dire que la corruption a comme impact direct de faire passer dans l'opinion publique des contre-vérités. Des contre-vérités. Vous avez des débats qui ont été soulevés sur des rapports publiés. Et qu'est-ce que vous allez voir? Quelques petites émissions. Je crois que Peggy avait fait quelque chose dans son émission de samedi sur les 10 rapports. Mais vous voyez que les grandes émissions à grandes écoutes, qu'elles sont faites, on passe sous silence ces faits. Et ce n'est pas gratuit. C'est parce que la lutte contre la corruption, c'est la lutte contre des puissants. Des gens, nous avons un exemple concret. L'UNCC a publié, conformément à la loi sur l'application du patrimoine, au moins, on a envoyé en devant les autorités de poursuite, c'est-à-dire les parquets, 85 requêtes de saisine contre des personnalités politiques qui n'ont pas fait la déclaration du patrimoine. Et qu'est-ce qu'on fait de ces dossiers? Ils sont jetés dans les couloirs de la justice. Pourquoi? Parce que la sanction contre le défaut de déclaration de patrimoine dans la loi de 2008, c'est que on va faire application de l'article 28 du Code pénal, on va vous priver de vos droits civils, politiques et de famille pour une durée, par exemple, de X temps, de 5 ans, comme le dit le texte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On réalise des cambriolages répétés pour disparaître ces dossiers. Les corrompus sont puissants. Donc, les impacts de la corruption se font sentir partout et dans tous les secteurs de la société. En général, la victime d'un acte de corruption, c'est la société. L'impact de la corruption, c'est la société qui la ressent directement, parce que c'est la société qui est privée de centres de santé. C'est la société qui est privée d'un hôpital. Rappelez-vous bien de l'histoire du marché Contamara. C'est la société qui est privée de la construction de routes. C'est la société qui est privée d'écoles publiques de qualité, dotées de matériel adéquat. Maintenant, la grande victime de la corruption, c'est la société. Autrement dit, nous travaillons à l'intérieur sur une loi portant protection des démonstrateurs, témoins et victimes en matière de corruption. Et avec les barrières internationaux, nous nous sommes convenus d'intégrer dans la législation haïtienne des dispositions sur des victimes indirectes. Comment est-ce qu'on peut, au regard de l'article 13 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui stipule sur la protection, sur la participation de la société civile dans le contre la corruption, comme on le fait en France à travers le dossier TF1, il y a un arrêt qui a été consacré par la Cour de cassation française qui a autorisé des organisations de la société civile à initier des procès de corruption. Pourquoi? Parce que l'État, généralement, marche à pas de tortue pour initier des grands procès de corruption. Maintenant, la Cour de cassation a pris un arrêt et cet arrêt a identifié 3 conditions pour les groupes de la société civile, je ne sais pas, OCB, puissent porter un dossier de corruption pour devant la justice. Rappelez-vous bien ce qui est arrivé avec le dossier Pétrocaribé. On a entre guillemets des plaignants Pétrocaribé qui ont déposé une plainte et dans une ordonnance de juge d'instruction et qui est fondée en droit, parce que la loi de 2014 contre la corruption reconnaît la qualité de plaignant, mais c'est seulement à l'État. Seulement l'État
peut poursuivre en matière de corruption. C'est-à-dire que vous pouvez dénoncer un fait de corruption, l'UFC documente, mais défaire le dossier au parquet pour les poursuites de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de grand dossier. Et se basant sur l'article 18-19 de la loi de 2014 portant la corruption, le juge d'instruction a pris l'ordonnance pour dire qu'il ne peut exister de partie civile en matière de corruption parce que c'est seulement l'État qui a le monopole de la poursuite au regard de l'article 32 du décret du 22 août 1991. Ce qui fait qu'il y a un handicap réel et c'est que suite à un projet de loi qui est en préparation avec les partenaires internationaux vise à élargir les catégories de personnes qui peuvent porter un dossier de corruption pour devant la justice. Je veux dire que les impacts de la corruption se trouvent dans ces secteurs-là. Justice. Comment impliquer la société civile de la lutte contre la corruption. Donc, pour résumer et pour terminer, nous parlons fermement que les impacts de la corruption en Haïti sont considérables. Ils sont partout. Et ils privent l'État, c'est-à-dire les impacts de la corruption privent l'État de moyens importants pouvant aider dans la lutte réelle contre la corruption. Nous avons des arrangements internationaux avec certains pays actuellement pour localiser des avoirs mal acquis, mais provenant de la corruption. Donc avec la coopération internationale, voir comment est-ce que certains agents publics, les ministres, les secrétaires généraux, ont détourné l'argent de l'État. Donc, nous allons lancer un service avec l'OEA, le service de recouvrement des avoirs. Et c'est avec ce service qu'on va pouvoir localiser les avoirs mal acquis provenant de la corruption qui sont transités dans des économies étrangères, dans le dominicaine et en Suisse, et dans des sociétés offshore, pour dire que ces ressources sont des ressources publiques et qui ont été captées, qui ont été volées, qui ont été détournées. La corruption, c'est un mal. La corruption, c'est un frein au développement d'Haïti. La corruption handicape la jeunesse parce que lorsqu'on regarde les critères d'intégration de la fonction publique énumérés par le décret de 2017 sur la fonction publique, qui prévoit l'intégration par rapport au concours. Mais malheureusement, la corruption, il y a des actes de corruption qui permettent à ce qu'on facilite la nomination de nos cousins, de nos proches, de nos militants politiques sur la base du népotisme et des faits qui privent la jeunesse compétente, qui est à l'école, qui est à l'université, d'avoir accès à un emploi public parce que la corruption nous prive de l'espace d'accéder à des savoirs publics. En résumé, et pour terminer mon intervention, je dois vous dire que la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement l'affaire de l'UNCC et d'autres institutions de contrôle, c'est l'affaire de tous. Parce que les impacts de la corruption nous impactent nous-mêmes comme citoyens, impactent la société elle-même, sa globalité. Donc la société, la corruption nous brûle de biens publics indispensables au développement national.